Alors, bonjour, Dr. André Plante. Bonjour, madame. Et merci d'avoir accepté d'accorder cette entrevue au TU, Trait d'Union Express. C'est une entrevue qui est organisée par le Service de soutien à la formation. Alors, avant de commencer l'entretien, j'aimerais dire quelques mots sur votre carrière universitaire. Alors, André Plante a reçu le prix institutionnel d'excellence en enseignement en 2002, prix prestigieux reconnaissant sa grande contribution comme professeur à la faculté de médecine. Il a débuté sa carrière de professeur à l'université en 1973, après avoir étudié à la faculté de médecine à l'Université de Montréal et complété une résidence en médecine interne ici à l'Université de Sherbrooke, qui débutait alors cette spécialité. André Plante s'est impliqué activement tout le long de sa carrière à faire reconnaître ce champ d'expertise clinique qu'est la médecine interne. Il a été président de la Société canadienne pendant 3 ans, travaillant à l'implantation de cette spécialité dans les facultés de médecine des universités canadiennes. André Plante a participé activement de 1984 à 1987 à l'élaboration du nouveau programme de médecine axé sur l'apprentissage par problème comme stratégie curriculaire. En 1995, il obtenait une maîtrise en éducation de la faculté d'éducation de l'université et en 1997, André Plante devenait vice-doyen à l'enseignement à la faculté de médecine, fonction qu'il a occupée jusqu'en mai 2002 où il prenait une retraite bien méritée. En fait, est-ce que c'est vraiment une retraite? Parce qu'il est encore très impliqué au niveau de la formation des futurs médecins à la faculté. Alors, au cours de cette belle carrière, André Plante, est-ce que vous avez changé votre conception de l'enseignement et de l'apprentissage? Est-ce que ça a changé au cours de votre carrière? Ça a énormément changé. Je peux donner un petit peu avec cet historique. Alors, vous comprendrez aussi pourquoi j'ai pris ma retraite après avoir fait toutes ces choses. Dans la première partie de ma carrière, l'enseignement était surtout basé sur les contenus et sur le savoir. Alors que dans la deuxième partie de ma carrière, après une longue période de questionnement avec la maîtrise, c'est devenu beaucoup plus axé sur l'apprenant, sur les compétences professionnelles. Donc, ça suit un peu l'évolution qu'on a vécue dans le monde de l'enseignement. De 1973 à 1983, ça a été énormément axé sur les contenus, comme je vous disais. Donc, il fallait tout savoir et la conception de l'apprentissage était seulement une agglomération de faits et très peu préoccupée par l'application des connaissances à la résolution de problèmes. De 1983 à 1987, ça a été la période de questionnement. Quand la faculté a remis en question son processus éducatif, qui était basé sur les cours magistraux et sur les savoirs, orienté beaucoup plus, elle aussi, sur les contenus. Alors donc, elle a décidé de se questionner sur la pertinence devant l'explosion des connaissances. Et on m'a recruté à ce moment-là, mais je dois avouer que j'étais un leader hostile à tout changement, malgré mon jeune âge à ce moment-là. Et j'ai été aussi appelé à l'intérieur de ce curriculum à faire la conception d'une unité d'intégration. Et cette unité d'intégration qui comblait tout un trimestre, a été réalisée dans des conditions un peu difficiles. C'était la 3e année d'implantation, donc les gens étaient extrêmement épuisés par l'innovation. Et j'ai eu l'occasion donc de monter cette unité. Et par la suite, on a trouvé que ça fonctionnait très bien. Les étudiants avaient reçu l'enseignement, avaient fait des apprentissages sur l'intégration de l'ensemble des savoirs qu'ils avaient acquis dans les 2 premières années. Ça fonctionnait, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui fonctionnait. Et c'est à ce moment-là que toute la question de l'auto-apprentissage, de l'apprentissage contextualisé, l'apprentissage à la résolution de problèmes sont devenus pour moi des motifs de questionnement. Et c'est à ce moment-là que j'ai débuté une maîtrise en éducation.
Si je suis ici, et avec tous les changements qu'il y a eu, c'est pas juste par moi-même, là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont contribué à modeler une nouvelle façon de faire en éducation. Entre autres, René Yvon et Jacques Tardy, lors de mes études de maîtrise en éducation. Et après ça, j'ai été orienté vers l'apprenant, vers le savoir et vers l'application des savoirs, vers les compétences professionnelles. Et j'ai été très heureux de pouvoir mettre en application beaucoup de modifications au curriculum lorsque je suis devenu vice-doyen pendant 5 ans. Et ça a été, je dirais, l'apogée de ma carrière. Et contrairement aux joueurs de hockey, des fois, qui quittent quand ils sont plus bons, moi, j'ai décidé de partir alors que ça allait bien, pour qu'on se souvienne, qu'on ait un souvenir positif de la personne. Donc, vous avez vécu les changements majeurs au niveau de la formation en médecine, donc d'un enseignement plutôt traditionnel à un enseignement très différent, où on visait développer des compétences professionnelles. Alors, le rôle, l'apprentissage, donc, est venu vraiment comme une dimension très importante, mais le rôle de l'enseignant, j'imagine aussi, a dû changer beaucoup. Donc, la conception du rôle de l'enseignant dans sa fonction d'enseignant, comment a-t-elle évolué là, chez vous dans ce contexte-là? Bien, quand on a un concept d'apprentissage qui est une agglomération de faits, on essaie d'en donner le plus possible aux étudiants. Et puis je pense que je ne dois pas être le seul à réagir de cette façon, mais j'enseignais toujours en première, deuxième, troisième et quatrième année du programme MD. Mais d'année en année, moi, j'acquérais de plus en plus d'expérience, d'expertise et de cheveux blancs. De sorte que l'hiatus entre les étudiants et le prof s'accroissait d'année en année. Et on a tendance à ce moment-là de dire que les étudiants, ben, ils ne savent plus rien, puis, et on essaie d'en donner le plus possible. Alors, le cours magistral qu'on donnait, ben, ça devient un concours de débiter le plus de matière dans le moins de temps possible. Posez pas de questions, on n'aura pas le temps de couvrir la matière, et ça donne des curricula, OK, qui sont préoccupés par la couverturite, OK? Donner donc le plus de matière. Et ça, l'enseignant contrôle tout, il sait tout, et puis quand on lui pose des questions embêtantes, ben c'est posez pas de questions, on n'aura pas le temps de voir la matière. Alors ça a été la première partie, basée beaucoup sur les contenus. La deuxième, quand on a une conception de l'apprentissage, que ce n'est pas le prof qui apprend. Et ce n'est pas parce que nécessairement le prof le dit que l'étudiant l'a appris. D'ailleurs, aux examens, on s'en aperçoit, OK? Ou lors des travaux, ou quand on rencontre ses propres étudiants 1 an ou 2 ans après, mais je vous l'ai dit. Ben oui, mais je ne l'ai pas appris. Pourquoi ne l'a-t-il pas appris? Alors, si on a un travail de prof qui est axé sur l'apprenant, ah bien là, ça change complètement la cible. Au lieu d'être axé sur des contenus à transmettre, ben on est sur des contenus à acquérir par un étudiant. Alors, ça vous oblige d'avoir un cadre conceptuel de ce que c'est l'apprentissage, et on n'apprend pas en l'air, il faut apprendre quelque chose. Donc, votre matière comme telle, bien, vous devez en avoir une épistémologie de votre savoir professionnel qui vous porte à réfléchir sur votre propre contenu. Alors, et c'est ce que vous essayez de faire acquérir. Il faut toujours et constamment être dans la tête de l'étudiant pour savoir qu'est-ce qu'il sait avant de commencer, voir comment il traite la nouvelle information, où est-ce qu'il la classe, comment il l'organise, et pourra-t-il anticiper des situations où est-ce qu'il pourra appliquer ce savoir. Alors, ça devient un travail éminemment plus passionnant, okay, parce que c'est un véritable défi que de savoir ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui apprend. Et quand ils arrivent aux examens et qu'ils donnent des mauvaises réponses, ou dans un questionnement quelconque, je ne connais pas beaucoup d'étudiants qui font exprès pour donner des mauvaises réponses. Alors, c'est qu'il a mal encodé,
Et si vous essayez de savoir pourquoi, comment, et modifier cet encodage du nouveau savoir, ça devient très passionnant. C'est aussi passionnant que mon travail professionnel de savoir qu'est-ce qui se passe chez une personne qui a des problèmes de santé. Alors, c'est le même défi. Alors, donc, le rôle du professeur change complètement. Il devient non plus celui qui transmet, mais celui qui se préoccupe oui, de l'acquisition. De l'acquisition. Mais dans l'apprentissage par problème, quel est le rôle du professeur, finalement? Ah, je pense que vous apportez un point qui est quand même intéressant, parce qu'il y a aussi la méthode d'enseignement. Quand on a un cours magistral ou quand on travaille en petits groupes avec 7-8 étudiants, alors le rôle du prof, d'abord, c'est passionnant. Même si on dit que c'est l'étudiant qui apprend, c'est l'étudiant qui est actif dans son apprentissage, ça ne veut pas dire que le professeur est passif dans son enseignement. Il doit constamment se placer dans la tête de l'étudiant et de voir comment il traite l'information, quelles sont ses connaissances antérieures, comment il voit les faits nouveaux, okay? Et comment il va intégrer tous ces savoirs pour qu'ils deviennent éventuellement utiles dans son travail professionnel. Là, je vais vers autre chose. Parler de culture générale, est-ce que c'est encore de mise aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut parler de culture générale dans le domaine de la santé? Ah, c'est une question un peu embêtante que la culture générale. Est-ce qu'il existe la culture ou une culture générale? Ou si n'avons-nous pas affaire à de nombreuses sous-cultures? Okay? Si je regarde dans le travail médical, dans l'évolution des groupes étudiants, OK? D'abord, quand on parle de formation, j'ai déjà lu que c'était une appropriation culturelle des étudiants. Que ce soit en médecine, en génie, en éducation, dans les sciences juridiques, partout, vous prenez des étudiants qui sont complètement étrangers à ce contenu, et puis au bout de la ligne, quand ils ont un bac, une maîtrise ou un doctorat, ils viennent à penser comme vous vous êtes approprié culturellement ces esprits. Okay? Alors, s'ils sont en génie, ils vont penser ingénieurs, okay? À leur façon. Mais les ingénieurs, ils pensent pas mal tous pareil. Okay? Esprit créatif, essayer de solutionner des problèmes de l'ordre du génie mécanique ou du génie, de n'importe quel génie. Même chose pour les avocats. Dire, quand ils sortent et qu'ils pratiquent l'avocat, peut-être pas nécessairement aller en politique, mais quand ils vont pratiquer les sciences juridiques, ils apprennent à régler des problèmes juridiques. La médecine aussi. Et ça, c'est, à mon avis, une appropriation culturelle des gens que vous avez. Donc, c'est une sous-culture, c'est la sous-culture professionnelle. Si on parle de culture générale, je me poserais une question, je me suis posé beaucoup de questions sur les groupes d'étudiants qu'on a. Un curriculum, ça doit être vivant. On ne peut pas mettre en place un processus éducatif et le laisser tel quel pour 15-20 ans, jusqu'à temps qu'il soit obsolète ou qu'il y ait une révolution. Pour le changer, comme il y a eu en 68 dans certains pays. Je pense qu'il faut s'adapter constamment. Et je dis ça parce que, à mon observation, à tous les 5-6 ans, les groupes d'étudiants ne poursuivent pas les mêmes valeurs. Même à l'intérieur de ce groupe d'étudiants, qui étaient des étudiants en médecine. Vous savez, au début, quand moi j'ai fait mes études, le professionnalisme, on ne nous parlait pas beaucoup de ça. Parce que ça allait pratiquement de soi que les gens qui optaient pour la médecine avaient un comportement professionnel, d'être disponibles aux gens, puis tout ça. Et aujourd'hui, les organismes qui nous agréent nous demandent expressément d'avoir des contenus qui regardent le professionnalisme. On est obligé de l'enseigner. La société évolue, et elle évolue rapidement. De 4-5 ans à 4-5 ans, les groupes d'étudiants changent. Alors, à ce moment-là, et ce que je note souvent, c'est que les étudiants, quand ils n'ont pas cette culture de savoir qui ils sont et d'où ils viennent,
OK? Alors, on a l'impression que ce qu'ils apprennent a toujours existé. Et il manque cet esprit critique de la critique des contenus ou des savoirs professionnels en fonction de soit du temps, des pays, de la multiethnicité. Et, bon, alors, en ce sens, la culture, ou d'avoir de la culture, ou une ouverture d'esprit dans des études médicales ou pour la santé, c'est aussi important que dans n'importe quel autre savoir. Vous savez, les travaux de génie, le Suroît, il y a 20 ans, 25 ans, ça aurait passé comme ça. Mais le réchauffement de la planète, tout ça, puis la pollution, les gens se sont éveillés à. Donc, il faut que les gens, que nos étudiants sachent d'où ils viennent, quelles étaient les valeurs des générations antérieures, quelles étaient les connaissances des générations antérieures, et essayer de faire évoluer la pensée. Et à ce titre-là, moi, je pense que la culture, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Autre chose sur la culture, les conditions dans le domaine spécifique où j'étais, en médecine, font que, pour être admis en médecine, il faut que vous ayez de très bonnes notes au cégep. Et dans ce temps-là, ma réflexion pour avoir rencontré beaucoup d'étudiants qui avaient des difficultés ou pas, ces étudiants-là viennent souvent d'une sous-culture très particulière. Ils n'ont pas connu la misère. Et quand ils seront en exercice professionnel, comment vont-ils réagir face à toutes les difficultés, face aux problèmes de santé qu'ils vont rencontrer? Pour avoir pratiqué nos étudiants ne peuvent pas concevoir que certains sous-groupes de notre population vivent tellement différemment que ce qu'eux ont vécu. Pour moi, c'est des gens qui sont un peu incultes, qui n'ont pas la culture, l'ouverture d'esprit de connaître un peu plus leur société et de connaître les problèmes. Et à ce titre, je pense que dans les sciences de la santé, et entre autres en médecine, il devrait en avoir un peu plus de culture. Je ne sais pas si ça peut compléter. Qu'est-ce qui devrait faire partie de la formation universitaire d'une personne bien formée, mais largement en 2003-2004? C'est... ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va recommencer le même débat que l'on avait quand on a fait le curriculum. En ce sens, on va ajouter des contenus, OK? Et on va tellement ajouter des contenus que les cours ne seront plus de 4 ans, seront moins de 6 ans, de 8 ans, parce qu'il va falloir ajouter tellement de choses, avec l'explosion des connaissances et tout. Connaissances de la médecine ou connaissances même de la culture. Je pense que c'est un état d'esprit plus que d'autres choses. Et à ce sens, dans ce sens-là, je pense que le travail du prof, soit en petit groupe, ou soit encore dans le travail des stages, OK? Le prof peut être appelé à une plus grande collaboration face à tout cet élément culturel dont on parle, d'ouverture d'esprit. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que l'histoire, je veux dire, si on avait des étudiants qui étaient un peu plus préoccupés par ce qui se passait il y a 100 ans ou il y a 1000 ans et qui savent d'où eux sont issus, ça aiderait au moins à ce qu'ils se posent des questions sur ce qu'on est, là où on est et où on s'en va. Okay? Alors, est-ce qu'on devrait ajouter des contenus? On devrait sensibiliser. Je ne sais pas si c'est en formation préuniversitaire qu'on devrait faire ces choses-là. Je vous dirais que j'aurais aimé que le cours de médecine soit de 5-6 ans. Okay? Mais je pense que sur le plan de la société actuelle, c'est des questions difficiles. Et si on avait à ajouter des choses, j'ajouterais de la philosophie, l'histoire de la philosophie. On pourrait ajouter de l'histoire. On pourrait faire beaucoup pour amener les futurs
médecins à se questionner davantage et d'éviter la pratique dite technique. Alors, les caractéristiques essentielles d'une formation de qualité dans le domaine de la santé, alors, compte tenu de ce que vous venez de dire, ce serait quoi, juste pour faire ressortir, là, dans un sens, s'il y a un choix à faire? Des modèles de rôle. S'il y a un choix à faire, c'est le modèle de rôle, c'est le prof, qui est modèle de rôle. C'est sûr qu'il y a plusieurs rôles qu'on peut jouer, mais le rôle intégré du bon solutionnaire de problèmes de santé. Parce que c'est ça que ça sert à un médecin, c'est à régler des problèmes de santé, des problèmes qui sont sérieux, des problèmes qui sont moins sérieux parfois. Je ne veux pas dire qu'ils sont triviaux, mais je veux dire qu'ils ne sont pas nécessairement toujours des gens à l'article de la mort. OK? Mais alors donc, c'est, à mon avis, le modèle de rôle qui aura la plus grande influence sur les étudiants. Et à ce titre-là, si on vit tous des problèmes au niveau du système de santé, les gens qui ont formé ces médecins devraient peut-être se poser des questions. C'est nous qui les avons formés. C'est nous qui nous sommes appropriés de ces gens-là pour en faire des médecins. Et si les gens sont plus ou moins disponibles, s'ils pratiquent tous dans les grands centres urbains, si ils voient leur travail davantage comme une façon d'être rémunérés dans la vie sans autre devoir, si on veut garder les privilèges, mais sans avoir les responsabilités qui vont avec, parce que c'est ceux qui les ont formés qui sont comme ça. Et c'est toute la société, c'est toute l'évolution de la société. Des grandes questions. Oui, merci. Des grandes questions qu'on peut se permettre quand on est à la retraite. Alors, est-ce qu'il est souhaitable, selon vous, que les universités réfléchissent globalement à leur mission d'enseignement? Et quels devraient être les principaux axes de cette réflexion si vous pensez que, oui, effectivement, ce serait bien? Oui. Je pense qu'avec ce que moi j'ai vécu là, en termes d'évolution, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à enseigner à la fin de ma carrière qu'au début. Okay? Mais ça m'a posé beaucoup plus de questions. Est-ce que les universités devraient se préoccuper grandement? Grandement. La formation, puis je ne parle pas juste de médecine, là, toute la formation. Okay? Ce qui me vient spontanément, c'est quand on faisait des ateliers pour présenter l'apprentissage par problème, et puis que les gens disaient, mais comment vous êtes certain que vos étudiants apprennent? Moi, j'avais envie de leur dire, et je leur disais souvent, vous, quand vous donnez un cours magistral puis que vous ne connaissez même pas vos étudiants, comment faites-vous pour savoir qu'ils comprennent? OK? Alors, c'est toute cette... le message en arrière de ça, c'est il faudrait que les professeurs connaissent leurs étudiants. Je sais un peu comment ça se passe ou comment ça se passait, des charges de cours pour remplir la convention collective, souvent. Ça nous intéresse plus ou moins, mais vous devez donner cette charge-là. Vous donnez un cours magistral, la connaissance que vous avez des étudiants, puis ça, une autre affaire, c'est d'avoir ce qui nous intéresse comme prof, c'est l'étudiant brillant. OK? C'est le fun de parler avec un étudiant brillant, mais ce n'est pas eux autres qui ont besoin de vous, c'est ceux qui ont de la misère. OK? Alors, c'est toute cette fonction de prof, OK? Qui, même à l'université, devrait être... on devrait y mettre beaucoup plus d'emphase qu'on le fait. On a vous enseignez au primaire. À la maternelle, il vous faut un diplôme. Au primaire, il vous faut un diplôme. Au secondaire, ça en prend un. Donc, des connaissances en éducation. Puis après ça, quand vous êtes au collège, puis à l'université, ben non, vos étudiants sont tellement bons qu'ils apprennent tout seuls. C'est faux. C'est faux. Et les étudiants ont besoin d'encadrement. Et l'encadrement est beaucoup plus difficile parce que ce qu'ils apprennent, c'est des savoirs professionnels. Et on a laissé jusqu'à aujourd'hui beaucoup trop de responsabilités à l'étudiant pour apprendre ces choses-là. OK? Et les professeurs n'ont pas voulu s'impliquer là-dedans. Mais s'ils n'ont pas voulu s'impliquer, bien, c'est pour toutes sortes de raisons, mais entre autres, l'épistémologie là, des savoirs professionnels, on ne connaît pas grand-chose. Hein?
savez que dans la pratique de la médecine, je veux dire, les faits médicaux, oui, c'est important. Puis c'est important de se tenir à date. Mais il y a beaucoup d'autres compétences dont on ne s'occupe pas. La résolution de problèmes, la communication à tous les niveaux, que ce soit avec son patient, avec ses collègues, avec les autres professionnels, que ce soit toute la dimension éthique. OK? On a toujours, c'est-à-dire aujourd'hui, on se préoccupe davantage de ça dans notre domaine. OK? Mais je ne sais pas si dans les autres facultés, est-ce qu'on se préoccupe autant de l'ensemble de ces compétences professionnelles qui sont à acquérir par nos étudiants? Moi, quand j'entends que l'industrie qui engage des finissants d'université doivent les former, bien là, je me pose des questions. Si leur formation n'est pas complète, comment se fait-il qu'on les a laissés aller jusque-là? Est-ce qu'on ne s'est pas préoccupé de cette acquisition de ces compétences professionnelles? Alors, il y a deux axes dans un sens. C'est le rôle du professeur. Oui. Et vraiment les compétences transversales dans l'ensemble, finalement, des formations. Ce seraient les deux axes de réflexion majeure, ce que je retiens. Est-ce que... Oui, et je m'excuse, mais il y a aussi toute la structure éducative. Et c'est ce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire pendant que j'étais vice-doyen, parce que j'avais le pouvoir de mettre en place ces choses dans une faculté où les gens étaient très intéressés par cet apprentissage et où la collaboration, parce que ça ne se fait pas seul, mais la collaboration du corps professoral a été très importante. Alors, ce qui est important, je pense, là-dedans, c'est de voir les systèmes éducatifs, les programmes, mais comme des systèmes interreliés. C'est pas mon cours, puis je ne sais pas ce qui vient avant, puis je ne sais pas ce qui vient après, mais oubliez tout ce qu'on vous a dit, ce que je vous dis, c'est la vérité. Puis même pas se préoccuper de ce cours-là dans l'ensemble des compétences professionnelles. Il vient faire quoi, ce cours-là? OK? Donc, il faut savoir d'où je viens et comment on appliquera éventuellement ces choses dans la vie professionnelle. Alors, merci, André Plante. Est-ce qu'il y a des questions? Chez vous, on a encore du temps, c'est certain, mais... Une question qui porterait sur l'APP que vous avez installé en médecine. Depuis plusieurs années maintenant, vous avez des diplômés qui sont sur le marché du travail, donc qui pratiquent. Et je crois comprendre que leurs compétences sont équivalentes aux diplômés antérieurs, mais est-ce que vous voyez quand même une différence, non seulement au niveau des savoirs, mais au niveau de la pratique et de la façon que les gens agissent et la façon qu'ils se tiennent à jour? Est-ce qu'ils seraient meilleurs parce qu'ils sont passés par votre APP par rapport à ceux, comme vous antérieurement, par rapport à ceux qui passaient dans l'ancien système où c'était des savoirs qui étaient transmis d'une part, et ensuite par une espèce d'osmose, on regardait faire le pratiquant et puis on apprenait comment écoutez, bien agir. Peut-être reprendre la question. Moi, alors, est-ce que ces systèmes éducatifs amènent de meilleurs professionnels avec des compétences de formation continue, la mesure de ces gens-là avec les confrères? Je pense qu'il faut faire attention, c'est ne pas accorder trop d'importance aussi au système, parce que c'est quand même l'étudiant qui apprend. Puis, je veux dire, à ma défense, moi, j'ai appris à travers un cours magistral, puis j'étais quand même pas si pire pour mon exercice. Donc, non, mais il faut donner la responsabilité à l'étudiant. Par contre, une chose qui est intéressante, et moi, j'ai personnellement beaucoup d'admiration pour nos étudiants, en ce sens qu'en 4 ans, donc une année de moins que ce que j'ai eu, moi, comme formation, avec des connaissances qui ont explosé. OK? Parce que si moi, je traitais aujourd'hui des gens qui ont des problèmes de cœur, comme on me l'a appris à l'université, je pense que je suis en prison depuis longtemps. OK? Tous les médicaments, les techniques, la chirurgie, tout ça, c'est nous. Mais ce que j'admire nos étudiants qui appréhendent beaucoup plus de contenu que j'avais à appréhender en une année de moins. OK? Je les trouve beaucoup plus autonomes que je pouvais l'être, moi, dans la solution de problèmes. Vous mettez de nos étudiants de 3e ou de 4e année, vous les mettez en situation clinique, ils ne sont pas perdus. Ils sont pas aussi bons qu'un
qu'un spécialiste, si vous voulez, mais ils sont capables, ils ont une bonne démarche, ils ont un bon processus. OK? Et bon, alors, les mesures sont, par ailleurs, très, très difficiles à faire. Bon, on a eu nos étudiants, est-ce qu'ils réussissent aux examens nationaux comme les autres? Oui. OK? Même à certaines périodes, se sont classés vraiment dans les premiers. Mais ça fluctue. Puis les différences entre les milieux. Et toutes les universités canadiennes, maintenant, se sont tournées vers ces éléments-là d'apprentissage par problème. Mais une chose qui est intéressante, c'est quand les étudiants de Sherbrooke en médecine arrivent à Montréal, que ce soit dans le système McGill ou dans le système de l'Université de Montréal, soit au niveau de l'externat, parce qu'il y a des stages qui peuvent se faire à l'extérieur, ou au niveau de la résidence, ils sont, c'est anecdotique, mais vus comme étant des gens très différents des finissants de McGill et de Montréal. J'ai déjà demandé même à la vice-doyenne postdoc de McGill de m'écrire un article là-dessus. Elle n'a jamais voulu. mais et en quoi? Ils savent peut-être moins de choses, mais ce qu'ils savent, ils sont capables de s'en servir. Et ça, je pense qu'avec tout ce qu'on a discuté en termes de formation, je pense que c'est un excellent point. On reçoit des étudiants européens aussi l'été qui viennent en stage 3 mois. Bon, beaucoup de Français. Alors, ils viennent voir les cabanes au Canada ou au Québec, ils vont voir les chutes Niagara, le Rocher Percé, mais on les voit aussi travailler. Ils travaillent avec nos étudiants. Et eux aussi disent, et ça fait drôle à dire de la part de Français, vos étudiants, ils parlent beaucoup. Ils parlent bien sur le plan médical. OK? Donc, ils sont capables d'aborder des situations cliniques. Donc, je pense que ça fait un peu de différence. Et ce n'est pas juste la méthode pédagogique, mais c'est comment cette méthode est implantée. Parce que, tu sais, c'est comme si on disait, bon, le cours magistral, c'est-tu bon? Ben oui, mais vous avez l'université de Timbuktu, puis vous avez MIT, puis vous avez Harvard. OK? Alors, c'est pas la méthode qui fait, c'est comment l'esprit, l'atmosphère est implantée. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. Et Sherbrooke a cet effet-là, puis je pense que ce n'est pas juste en médecine, hein, qu'on regarde ce qui s'est passé en génie, en éducation, est à l'avant-garde et est reconnu de la part de ses étudiants pour ses relations étudiants-professeurs. C'est peut-être ça qui est le secret. OK? Donner un cours, on pourra retourner au cours magistral, peut-être, puis que ça serait aussi bon. Je ne sais pas. Autre question. Alors, on s'arrête. Merci. Bon. Merci. Écoute, André Plante, bonjour. Comme vice-doyen à l'enseignement et professeur, vous vous êtes impliqué beaucoup, vraiment, on peut dire même corps et âme, dans la formation des futurs médecins. Vous avez aussi contribué très activement dans l'implantation et dans l'élaboration même du nouveau programme avec la stratégie curriculaire d'APP, apprentissage par problème. Et vous avez aussi introduit dans ce programme-là diverses stratégies d'apprentissage comme la schématisation. Alors ce matin, on aimerait vous entendre l'expérience que vous avez de cette stratégie d'apprentissage intégrée dans la formation des médecins. Alors moi, j'aimerais vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que la schématisation? Juste un petit peu des caractères, globalement, ce que c'est. La façon la plus simple d'expliquer ce que sont les schémas, c'est une carte conceptuelle. C'est une représentation graphique de concepts qui, il va sans dire, là, sont en relation étroite avec l'apprentissage qu'on demande aux étudiants. Et on leur demande de nous faire cette carte conceptuelle où est-ce que les concepts sont hiérarchisés. Hiérarchisés en fonction de concepts qui sont super ordonnés ou subordonnés. Pour faire un exemple simple,
Si j'ai couleur rose et rose pâle, quel est le lien ou comment puis-je schématiser ça? Alors, c'est que le concept superordonné, c'est celui des couleurs. Les concepts qui sont coordonnés, ce serait le rose par rapport au jaune, par rapport au vert, et le pâle, le foncé ou mettez-y n'importe quelle teinte, serait le concept subordonné. Alors, quand on le fait comme ça pour les couleurs, c'est très facile. Mais quand on le fait avec un apprentissage et des lectures qui ont duré 2 jours de temps ou, je ne sais pas moi, 8, 10 heures de lecture et qu'on demande à l'étudiant de représenter sur une seule feuille, de mettre en relation les concepts d'apprentissage, bien ça devient plus difficile. Et c'est un peu ce que l'on entend par la schématisation. En fait, c'est un processus intellectuel de schématiser qui traduit un peu comment c'est organisé dans votre tête. OK? Dans les études, quand on fait des associations libres, si on dit, je ne sais pas, moi, chien, puis que tout de suite le mot qui vient, c'est chat, bien, c'est que dans l'encodage des connaissances sur le plan neurologique, le noir et le chat et le chien sont très près. OK? Quand on dit chat, il n'y a personne qui pense au perroquet ou au serin dans une association libre. C'est, bon, chien-chat, noir et blanc. Bon. Alors, ça veut témoigner de comment, de l'organisation intellectuelle de l'étudiant. Alors, comment vous avez introduit et utilisé la schématisation dans les activités de formation dans le programme comme tel? La première fois qu'on a demandé aux étudiants de produire des schémas quand on a eu les changements curriculaires, c'est autour de 90-91, OK? 1900. Et à ce moment-là, alors je vous situe, les études sont de 4 ans. 2 années, c'est l'APP. Et la dernière année et demie, ce sont des stages. Entre les deux, il y a une unité charnière qui veut préparer l'étudiant à bien fonctionner dans la résolution de problèmes. Alors qu'auparavant, c'était surtout l'apprentissage des contenus des différentes unités. OK? Bon, on apprend le cœur, comment ça fonctionne, quand c'est malade, bon. Et après ça, on a à faire de la résolution de problèmes cardiaques. Et c'est là qu'on a implanté pour la première fois les schémas. Alors, c'était une unité d'intégration. Les problèmes étaient très complexes et relevaient pas juste d'une discipline, de toutes les disciplines antérieures. Les contenus nouveaux, il y en a, mais ce n'est pas axé principalement là-dessus. Et l'étudiant a, de façon individuelle, à préparer le cas pendant toute la semaine. Et après ça, il est discuté dans ce que nous, on appelle un mentorat pour faire opposition au tutorat. Et ce qu'on a demandé aux étudiants, à la fin, vous allez mettre en relation les différentes données du problème de ce malade. OK? Alors, disons... Quand vous dites à la fin, c'est à la fin du tutorat? À la fin de son étude personnelle avant le mentorat. Avant que l'on se rencontre, après que vous avez étudié, alors on voudrait qu'à livre fermé, vous puissiez mettre sur une seule feuille, mettre en relation les différentes données du problème. OK? Bon, je vous donne un exemple. Quelqu'un infecte une valve du cœur. Il y a une embolie qui va au niveau du cerveau. La personne fait une rupture d'un vaisseau dans la tête. À cause de tout ça, bon, coma, paralyse, il y a des complications au niveau rénal. Alors, on voulait, sur le schéma, que l'étudiant puisse mettre en relation toutes les données du problème pour les intégrer dans le schéma. Alors ça, c'est quand on l'a mis la première fois. Et il va sans dire qu'il y a un feedback, il y a une rétroaction de la part du professeur sur la production de chacun de ces schémas avec correction. Ce qui peut nous permettre occasionnellement de mettre en évidence des conceptions erronées. Okay? Ce qui peut nous permettre de voir comment c'est un peu organisé l'ensemble des problèmes. Okay? De là,
Donc, de cette portion du curriculum qui était en 3e année, qui était la seule où on demandait les schémas, on a élargi à l'ensemble de toutes les unités. On a élargi là, la demande aux étudiants de fournir un schéma. Quand vous parlez d'unité, vous parlez d'unité d'APP. D'unité d'APP. Problème. Oui. D'accord. Et disons, grossièrement, il y en a 15 unités. Et dans chacune des unités, il y a à peu près 8 à 10 problèmes. Disons qu'à la fin, là, l'étudiant aura fait 150 schémas. OK? Et dans ce schéma, on lui demande de mettre les concepts, de les hiérarchiser. OK? Puis c'est pas toujours couleur rose puis rose pâle. OK? Et de mettre des liens entre ces concepts et de nommer les liens. Il y a des liens de causalité, cause-effet. Il y a des liens d'association. Il y a des liens de faire partie de. OK? Alors, on demande, vous mettez les concepts, OK? Vous mettez les liens et vous les nommez. Et c'est ce qu'on demande à l'étudiant. Alors, l'étudiant doit organiser, dans un sens, la matière vue Oui. Par rapport à des problèmes. Qu'est-ce que l'étudiant, lui, qu'est-ce que vous attendez que l'étudiant ait de plus à faire ce genre, une étude avec un schéma, par exemple? Alors, quels seraient les avantages sur le plan de l'apprentissage d'avoir à faire des schémas? Très intéressant. Ça oblige, ce qu'on veut, c'est qu'à livre fermé, l'étudiant fasse un retour sur l'étude ou les lectures qu'il vient de faire. Bon, alors quand on lit un roman, c'est rare que nécessairement là, on fait un retour sur le contenu de ce qu'on vient de lire. OK? Bon. Quand on lit pour apprendre, il n'y a rien de mieux qu'une fois qu'on a fini, de se demander qu'est-ce que j'ai lu et comment je peux relier ces choses-là avec soit ce que je savais avant ou ce que j'anticipe qui va venir après. Okay? Dans l'image du schéma, en termes d'organisation des connaissances, on ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit statique. Ce schéma-là va être appelé à changer de problème en problème. Le schéma que l'étudiant a, le schéma internalisé, OK? Alors, on s'attend à ce que ce soit une structure mentale qui soit, ce schéma-là, qui soit plastique. OK? Et plus il va avancer, plus il va devenir expert, moins il va avoir de détails. OK? Plus il va aller chercher les conditions nécessaires et essentielles à poser un diagnostic ou à traiter tel ou tel. On n'est pas loin de la philosophie, là, dans les conditions essentielles et uniques là, qui vont nous permettre. Alors, ce que l'on s'attend, c'est que l'étudiant commence à élaborer sur ce qu'il vient d'apprendre, de cette élaboration-là, de la faire sous forme de schéma, d'une carte graphique, où, idéalement, il devrait n'y avoir que des mots. OK? Et il devrait y avoir, à mesure que les étudiants avancent, de moins en moins de détails. OK? Alors, c'est ce que l'on s'attend. D'accord. Alors, donc, du fait qu'il y ait une progression comme ça, je veux dire, au cours des 4 années, où l'étudiant va toujours utiliser cette forme d'étude-là, où il doit intégrer ses connaissances et les organiser de façon schématique. Est-ce que, au cours de l'expérience que vous avez de la schématisation, vous vous êtes rendu compte que les étudiants avaient des difficultés particulières? Bien, c'est pas facile de les faire, les schémas, OK? On a toujours dit aux étudiants que ce n'était pas évalué comme tel, ça ne faisait pas partie de l'évaluation sommative, OK? C'est sûr que quand on porte un jugement, on va s'en servir, mais c'est pas le schéma qui est évalué comme tel. On les fait pratiquer et c'est ce qu'il y a de difficulté. Et on leur dit que c'est une production qui est individuelle. On s'est fait jouer un tour là-dedans parce que ils disent que c'est tellement individuel que quand l'expert, prof, ou le connaissant, prof, fait une rétroaction à l'étudiant, c'est « touche pas à mon schéma ».
touche pas à ma ville. OK? Alors, parce que c'est une production individuelle. Puis ce qui arrive, c'est que les étudiants ont tendance à faire des schémas résumés. Ils veulent faire des schémas où, la veille de l'examen, ils vont avoir tous les détails possibles et imaginables. OK? Alors, ça fait que ça prend une loupe, ça prend une boussole pour être capable de se situer à l'intérieur de ce schéma-là. OK? Mais une chose que je peux vous dire, c'est que les étudiants qui font les meilleurs schémas sont habituellement les meilleurs étudiants, ceux qui obtiennent des meilleurs scores aux examens. Très souvent. Ceux qui font des schémas touffus, résumés, là, comme je viens de vous expliciter, c'est les étudiants qui éprouvent beaucoup de difficultés dans leur compétence de résolution de problèmes. Pourquoi? Ils ne sont pas capables de discarter les concepts qui sont moins importants. Tout est aussi important. Alors, alors ils vont vous en mettre des détails. Ils ne sont plus capables, après ça, de porter un jugement sur ça, c'est très important, ça, c'est moins important, ça, c'est accessoire, ça, c'est essentiel. OK? Alors, parce que tout y est. C'est le genre de difficulté que les étudiants éprouvent. De plus, quand on commence dans un domaine, puis nos étudiants commencent dans le domaine de la médecine, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est accessoire. OK? C'est très subtil dans les livres de savoir, ça, ce concept-là, c'est ce qu'on dit un must, et puis celui-là, là, c'est un accessoire. OK? Mais l'étudiant, il faut qu'il le sache pour être capable de le représenter. Alors, c'est quand même toute une façon d'aider les étudiants, dans un sens, à être capable de décoder de façon structurée ce qui est essentiel, ce qui est accessoire, ce qui est absolument important. Est-ce que dans la schématisation, vous avez constaté qu'il y a des bonnes et des moins bonnes pratiques? Autant, je dirais, moi, de la part de l'étudiant qui schématise, mais est-ce qu'en gros, il y a des bonnes et mauvaises pratiques aussi de la part du professeur qui a vraiment regardé le schéma? Oui, mais écoutez, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Je ne peux pas vous dire lesquelles en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est les difficultés et quelles ont été les stratégies qu'on a mises en place pour aider et les étudiants et les professeurs à mettre en place cette stratégie d'apprentissage. Bon, alors je dois vous dire que les étudiants, pendant les 10 premiers jours qu'ils sont à la faculté, on leur demande, à partir de vrais problèmes, de faire de la schématisation qu'on leur a expliqué, qu'on leur a démontré. Et il y a du temps alloué dans le cursus pour faire des retours sur les difficultés que les étudiants ont eues et qu'est-ce que c'est un bon schéma. Et le bon schéma, c'est ce que je vous disais avec... Bon. Alors, ça, c'est pour les étudiants. Du côté du corps professoral, bien, quand on a mis en place cette stratégie-là, entre la première fois où on l'a mis et son évolution. Bon, au tout début, j'ai le sourire parce que quand on a présenté ça au professeur, c'était pratiquement un tollé, puis c'est quoi un schéma, puis ça ne marchera jamais, puis ça sera pas, on ne pourra pas corriger. Puis... Alors, il y avait des gens qui étaient un petit peu opposés et nous, de la littérature, on n'avait pas grand-chose pour dire comment ça se fait. Alors, on a demandé au professeur, bien, vous allez donner une rétroaction aux étudiants par unité sur 2 schémas. OK? Pas plus que ça. Mais pour s'apercevoir que les tuteurs donnaient une rétroaction sur tous les schémas de tous les étudiants. Spontanément, gratuitement, comme ça, sans que ce soit une exigence du système. Et, bon, là, on est supposé de parler des difficultés, mais un des avantages, en tout cas... Hein, non, ça va bien. Un des avantages, c'est que les étudiants qui ne parlent pas beaucoup, bien, pouvaient s'exprimer sur leur schéma. OK? Il y en a qui étaient très, très touffus, mais il y en a qui étaient des schémas clairs. OK? Bon, s'ils ont copié, ça, c'est leur problème, c'est leur éthique personnelle. OK? Donc, et on a évolué en même temps que les professeurs et les étudiants dans notre conception de schéma.
Alors, les premiers, touffu, boussole, micrographie, ça prenait pratiquement, là, comme je vous disais tout à l'heure, des loupes pour savoir où on s'en allait. Et on en est venu à avoir une idée beaucoup plus claire en tant que corps professoral, OK, sur ce que l'on voulait comme schéma. Avant chacune des unités, pendant 1 ou 2 ans, on est revenu sur la formation des profs en regard de la correction des schémas et tout ça. On revient sur les stratégies d'apprentissage à chacun des trimestres auprès des étudiants pour savoir c'est difficile, pas, puis comment vous procédez, puis quelles difficultés vous rencontrez pour essayer. Mais on est aussi moins là, mais quand on a implanté ça, on était aussi néophyte que les étudiants. Et on avait fait une recherche qui avait été même subventionnée par le vice-rectorat à l'enseignement ici, Martine Chamberlain, et j'avais collaboré à sa recherche pour s'apercevoir que plus l'étudiant mettait de temps dans son étude et ses lectures, plus long ça prenait pour faire le schéma. OK? Bien, ça va au moins que ça fait une espèce d'élaboration puis de ramener en mémoire de travail ce qu'ils ont lu, puisque ça prend du temps. Quand ils copient les schémas, parce que des fois, il y a des marchés noirs, puis le marché noir de schémas, le parrain, la marraine qui passe les schémas de l'année passée. Les étudiants ont dit clairement, si je ne fais pas le schéma, ça ne me sert absolument à rien de cette stratégie-là. Donc, au moins, ça témoigne de certains éléments. De mon côté, quand j'étais vice-doyen, tous les étudiants qui avaient des D ou des E à quelque examen que ce soit, étaient personnellement rencontrés. Et, entre autres, on parlait de stratégie d'apprentissage. Comment ils s'y prenaient pour apprendre? S'ils prenaient des notes et combien de surligneurs ils utilisaient. Le jaune, le rose, le vert et le rouge par-dessus, jusqu'à temps qu'ils ne voient plus les lettres. Là. Alors, on demandait tout ça, et entre autres, les schémas. Faites-vous vos schémas à livre ouvert ou à livre fermé? OK? Pour s'apercevoir que ceux qui font les schémas et qui éprouvent des difficultés font souvent le schéma à livre ouvert. OK? Font pas l'effort de produire sur une feuille de papier blanc ce qu'eux se rappellent pour compléter par la suite par des livres ouverts. OK? Alors, si on met tout ça ensemble, je pense que c'est un outil qui a aidé les étudiants et qui continue en tout cas à être mis en place. Pour avoir terminé il n'y a pas tellement longtemps une unité, corriger un schéma, c'est en moyenne 10 à 15 minutes par schéma pour faire une rétroaction. Alors, pour 8 étudiants dans un groupe, ça veut dire à peu près 2 heures pour le prof. OK? Pour donner une rétroaction. Ce que je déplore le plus, c'est que l'étudiant... le concept, là, c'est mon schéma, c'est à moi, touchez-y pas, je ne changerai pas. Quand vous dites aux étudiants, c'est touffu, ça ne sera pas utile, c'est trop axé, parce qu'il y a un squelette là-dedans, et quand ce squelette-là est axé plus sur les sciences fondamentales, si vous voulez, les membranes qui souffrent, ils ne viennent pas nous voir à la salle d'urgence. C'est des patients dont les membranes souffrent. Alors, il faudrait que ce soit contextualisé aux situations où est-ce que ça va être utilisé, OK? Et que ça soit placé à la bonne place. Sauf que quand on dit ça aux étudiants, tu sais, c'est mon schéma, puis on note pas beaucoup tu sais, là, sur les 8 schémas d'une unité, est-ce que il y a un changement drastique? Pas souvent. Et ça, c'est un peu déplorable qu'ils n'acceptent pas que le prof qui a plus de compétences qu'eux, en règle générale en médecine, interfère dans la constitution de leur schéma. Okay? Parce que ce qu'on veut, c'est de tendre vers le schéma de l'expert. Okay? Est-ce que vous avez parlé d'évaluation des schémas? Est-ce que dans la formation que vous donnez aux professeurs, par exemple, il y a des dimensions à respecter, par exemple, pour regarder un schéma et l'évaluer, porter un jugement? Il y a des critères bien particuliers. Est-ce qu'on est capable de retrouver le problème à l'intérieur du schéma? Est-ce que les liens sont nommés? Est-ce que tous les concepts importants sont présents? Est-ce que la présentation graphique est acceptable
aussi, c'est tellement micrographique que ça n'a pas d'utilité. Il y a tellement de détails. Alors, on a une feuille de correction qui est très simple, qui comporte 5 éléments, OK, qui portent sur les éléments graphiques, sur les liens, sur les concepts, s'ils sont là, sur leur sélection, sur la référence clinique au problème, et est-ce qu'il y a un contexte qui est clinique, comme je vous dis tout à l'heure. Ce n'est pas des membranes ou bien des canaux ioniques qui viennent consulter ou des éléments biochimiques, mais c'est un patient qui a des éléments. Alors, c'est ce qu'on parle dans l'élément du contexte. Alors, j'avais bien appris ma leçon, puisqu'ils sont tous là. Mais vous avez parlé aussi de formation, en tout cas d'introduire les étudiants à cette pratique de la schématisation. Est-ce qu'il y a une méthodologie, est-ce qu'il y a une façon que vous leur donnez d'aborder ou de commencer à faire le schéma au cours de leur étude? OK. Oui. Alors, c'est la première phase, qui est l'initiation aux stratégies d'études et d'apprentissage à la médecine, parce que ces étudiants-là viennent de collège, où est-ce qu'on a enseigné ou d'université, où est-ce qu'on enseigne surtout par cours magistraux. Alors, on démystifie et on leur donne leur responsabilité dans l'apprentissage de l'APP, comment se déroule un tutoriel, quels sont les rôles qu'ils ont à avoir dans le groupe et qu'est-ce qu'ils doivent produire, et entre autres, le schéma. La première fois, on leur démontre comment des experts, à partir d'un problème, réalisent le schéma. À la suite, ils ont un problème en particulier, qui est un premier problème qu'ils font, et ils doivent tous produire à ce moment-là le schéma, puis avec une rétroaction particulière. OK? Ça, c'est pour quand ça se passe quand ils arrivent à la faculté. Au début du deuxième trimestre de la faculté, il y a un retour sur toutes ces stratégies d'apprentissage. Okay? Parce que les étudiants ont souvent tendance à galvauder un peu ce qui se passe pendant le tutoriel. Okay? Et on fait, lors de ce programme-là, référence à pourquoi on fait ça. Pourquoi faut-il activer les connaissances antérieures? Pourquoi faut-il préparer sa lecture? Pourquoi... C'est important de dire, bon, bien, je lis, mais pourquoi je lis? Qu'est-ce que je cherche? C'était quoi la question qu'on se demandait au tutoriel? C'était quoi le problème qu'on avait? Pour qu'il y ait plus de chances que la lecture s'ancre sur des points de connaissance, sur des concepts importants. OK? Alors, on revient là-dessus. Bon. Et on revient en deuxième année, puis bon. Alors, je pense qu'on essaie d'accompagner de façon optimale les étudiants. On évalue ce qu'on demande aux professeurs de faire, on l'évalue auprès des étudiants, systématiquement par une évaluation par lecteur optique. Bon, est-ce que j'ai eu du feedback sur mes schémas? Ça m'a-tu aidé? Est-ce que mon organisation des connaissances... OK? Et le vice-doyen ou les coordonnateurs en place reçoivent la sommation de toutes ces évaluations-là. Et ça nous dit où est-ce qu'on a des trous dans notre processus, okay, qui n'est pas seulement la schématisation. Et là, il y a du renforcement qui vient par la formation des professeurs, qui est faite systématiquement avant le début de chacune des unités. Okay? Et là-dessus, je dois vous dire que la question du schéma est revenue pendant 3 ou 4 ans de suite. Et que là, on a d'autres priorités, puisque c'est pas mal plus acquis. En gros, là, avec l'expérience que vous avez, c'est certain qu'il y a des avantages à la schématisation, à introduire la schématisation dans la formation comme stratégie d'études, mais il y a aussi des limites. Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait, là, synthèse, je dirais, là, de des avantages et des limites? Les limites, c'est jusqu'à quel point le schéma produit par l'étudiant est un reflet des acquis, des apprentissages qu'il vient de faire. OK? Bon. Ça, c'est une limite. Parce que ce n'est pas fait à plusieurs endroits. OK? Ensuite, la limite, OK, c'est quand on fait la rétroaction et qu'on demande à l'étudiant de changer sa façon de faire. Puis qui ne change pas?
Ça, je pense que c'est la meilleure façon de décourager les profs de donner de la rétroaction. OK? Et par chance que nos profs sont très disciplinés parce qu'ils font encore, pour la majorité, une rétroaction sur chacun des schémas. Les étudiants apprécient ça. On voit là-dedans des erreurs, OK? Alors, je ne suis plus dans les limites, là, je suis dans les bonnes... Mais des misconceptions, des conceptions erronées que les étudiants peuvent avoir, on peut les identifier occasionnellement. C'est pas fréquent, mais ils viennent d'étudier. S'ils font une conception erronée de ce qu'ils viennent d'apprendre dans le livre, là, ça va m'inquiéter beaucoup, mais ça arrive occasionnellement qu'on puisse le mettre. Bon, alors la limitation, c'est ça, c'est le temps que ça prend, et ça donne... Est-ce que ça donne quelque chose? Mon rêve à moi, là, ça aurait été que chaque étudiant était obligé de garder ses schémas, OK? De les montrer à la demande au fur et à mesure que le curriculum se déroule. OK? Quand on arrive dans une unité et qu'on essaie d'activer connaissances antérieures, puis que les étudiants nous disent « Non, j'ai jamais vu ça. » Moi, OK? Regardons tel problème, telle unité. OK? Parce que tout ce travail-là de recensement a été fait. Et là, on pourrait voir de quelle manière ce concept qui était des connaissances antérieures par le nouveau problème, en quoi le schéma va-t-il être modifié? OK? Ça, c'est un. Est-ce que nos étudiants utilisent leur schéma? Ça, c'est intéressant parce que quand on a commencé, on l'a exigé pour les étudiants de première année. On l'a implanté, là, en première année, puis eux vont continuer. Puis ceux qui étaient en deuxième année, malheureusement, ils ont été exemptés de schéma cette année-là. Bien, ils demandaient des photocopies aux étudiants de première année de leur schéma pour se rappeler ce qu'ils avaient vu l'année auparavant. Ça veut dire que, comme stratégie, ça peut être utile. OK? Mais là, c'est tout nouveau, tout beau. OK? Nos étudiants font des schémas. Bon, OK, bon, ça a l'air de quoi? Puis j'aurais donc dû, puis j'aurais aimé ça le faire. Bon, tu me donnes-tu une photocopie? Il y a toute la question du tout nouveau, tout beau. Là, ça fait plusieurs années que la pratique est en branle. Et bien là, tout le monde les a, ces schémas-là. Et je ne sais pas si les étudiants retournent à leur schéma ultérieurement. Mais ça aurait été très intéressant d'être obligé de garder chacun ces schémas. Et là, quand ils nous sortent une connerie de connaissances erronées, 1 an, 2 ans, même en clinique, OK, par la suite, on pourrait dire, on peut-tu le regarder, ton schéma? Est-ce qu'il était mal... est-ce qu'il était mal exprimé à ce moment-là? Et en quoi on peut modifier à la longue son schéma pour devenir un schéma d'expert? OK? Oui. Parce que les schémas d'experts et les schémas de novices, c'est pas pareil. OK? Et les étudiants, quand ils pensent en médecine, ils ont de la difficulté à survoler le problème. OK? Quand on leur demande « formulez-moi le problème », ils répètent le problème. Ce n'est pas un résumé du problème qu'on veut. On veut une perte d'autonomie chez une personne âgée dans tel et tel contexte. Ça, c'est une formulation de problème. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Je viens de faire un schéma, pratiquement. Perte d'autonomie, personne âgée, dans un contexte, bon, perte d'autonomie récente chez une personne âgée, dans un contexte de fièvre et de symptômes urinaires. Qu'est-ce que je viens de faire? Schéma. OK? Perte d'autonomie, personne âgée, symptômes urinaires. Comment je les relie? OK? Hein? C'est la perte d'autonomie qui a entraîné l'infection parce que personne n'a plus d'hygiène, ou si c'est l'inverse. Alors, comment ces affaires-là sont... OK? Alors, c'est cette élaboration d'un schéma, OK? En fait, avec le recul, là, un petit peu, est-ce que les étudiants de dernière année, par exemple, dans l'ensemble, faisaient pas loin des schémas d'experts? Ou si c'était pas vraiment là? Moi, je dois vous dire qu'avec les années, je m'aperçois que les schémas sont de plus en plus émondés. Il y a de moins en moins de détails superflus, inutiles, qui vont nuire davantage. Okay?
Alors, je dois dire que oui, avec les années, on a moins de boussoles, de micrographie, puis de textes à n'en plus finir. Donc, il y a une culture. Les étudiants nous disent que même à la résidence, là, une fois qu'ils ont fini leurs études médicales, des fois, quand ils ont soit des présentations, tout ça, vont utiliser la forme de schématisation pour l'apprentissage de choses nouvelles. Puis c'est pas bête, hein? Je veux dire, quand on regarde les textbooks, là, quand on regarde nos livres, là, je veux dire, les figures qui sont là-dedans, les tableaux, les classifications, les choses qui sont en opposition ou qui sont en complément, c'est des choses qui nous aident beaucoup. Okay? Puis, tu sais, moi, je me souviens que quand j'ai fait ma maîtrise, là, puis que j'avais, dans mon travail de recherche, interviewé des étudiants, puis qui nous disaient, vous savez, les livres, là, c'est mal fait. Les textbooks, là, c'est bien mal fait. Parce qu'on vous donne le diagnostic, puis on vous dit comment ça se présente. Mais c'est pas ça qu'on fait dans la vraie vie. Le patient se présente et il a tel diagnostic. Il dit, ça nous apprend à voir les choses à l'envers. Okay? Alors, si on pouvait, avec des schémas, essayer de voir l'apprentissage ou les contenus, mais de les voir d'une façon un petit peu, à l'envers ou sous une autre forme que la forme littéraire usuelle. On a fait un peu le tour, je pense, de ce que c'est que la schématisation. Alors, merci beaucoup, André Plante. Ça me fait plaisir.